Tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé, centre collaborateur OMS. Vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui et puis d'après le chat, je vois que, on va dire, différents coins de la planète vont être avec nous et nous en sommes ravis. Donc ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne et dans le cadre de la Fédération Recherche, Eau, Environnement et Territoire. Et c'est le troisième webinaire d'une série consacrée à eau et santé. Au cours du premier webinaire, nous avons pu voir que l'eau est un élément indispensable à la vie de tout être, ça nous en sommes convaincus. Dans de nombreux pays, nous avons de l'eau potable à nos robinets. Nous l'utilisons sans trop nous poser de questions, du moins jusqu'à maintenant. Ce qui nous a amené au deuxième webinaire où nous avons évoqué les situations de stress hydrique observées sur différents endroits de la planète. Et cette situation nous amène actuellement à nous interroger pour une gestion plus rationnelle de l'eau. Et d'où l'introduction du concept d'eau non conventionnelle, mis en place dans de nombreux pays pour différents usages, et ceci y compris en France. Aujourd'hui, le webinaire que nous vous proposons va nous permettre d'aller plus loin dans nos réflexions, en évoquant l'utilisation des ressources en eau dans un contexte de durabilité. En effet, les eaux utilisables pour nos usages quotidiens sont limitées en quantité et leur qualité peut aussi s'altérer. Donc, nous allons nous demander aujourd'hui comment assurer un accès à une eau de qualité et en quantité surtout, pour tous, dans toutes les années à venir. Alors, pour être complet sur cette série de webinaires eau et santé, sachez que les 2 premiers webinaires sont actuellement en replay sur le site de la chaire UNESCO et que celui-ci va être enregistré et sera à votre disposition dans les jours qui viennent. Donc, pour répondre à la question du jour sur l'utilisation de nos ressources en eau dans un contexte de durabilité, nous avons 2 spécialistes avec nous. Donc, tout d'abord, Madame Pauline Rousseau-Guetin, enseignant-chercheur en hydrogéologie à l'École des hautes études de santé publique à Rennes, en France, et Monsieur Johnny Gasperi, directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel, campus de Nantes, au niveau du laboratoire Eau et Environnement. Et moi-même, Marie-Pierre Sauvent-Rochat, je suis professeure de santé publique à l'Université Clermont-Auvergne et je vais être d'une certaine façon votre porte-parole à tous, puisque vous avez pendant ce webinaire la possibilité de poser des questions via le chat qui est en bas de votre écran, à peu près au milieu. Je surveillerai ce chat et je transmettrai vos questions aux intervenants plutôt en fin d'intervention, en fin de webinaire. Dernier point, pour tout le volet logistique du webinaire va être géré par Tinga Telou de la chaire UNESCO Éducation et Santé qui interviendra avec moi aussi pour la surveillance du chat. Donc, vous inquiétez pas, on fait attention à vos questions. Donc, si vous êtes, donc vous voyez, on est tous là à votre écoute. Donc, pour commencer, je vais peut-être m'adresser à Madame Rousseau-Guetin en lui demandant ce que l'on désigne exactement sous le terme ressources en eau. Parce qu'on utilise beaucoup ce terme, mais je ne suis pas certain que tous, autant que nous sommes, ayant conscience de la complexité, de la diversité des ressources en eau qui sont autour de nous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Sauvan-Rochat, pour votre introduction. Donc, quand on parle de ressources en eau, je voulais juste revenir sur les différentes eaux en fait qu'on a présentes sur Terre. Donc, sur le graphique tout à gauche, en fait, ce diagramme me montre, en fait, c'est que sur Terre, on a 96,5% des eaux qui sont salées. Et donc, on n'a au final, en proportion, très peu d'eau douce, puisqu'on en a 2,5%. Alors, ces eaux douces, derrière, elles se répartissent dans différents grands stocks, que sont les glaciers et les calottes glaciaires, à peu près 69%. Après, les eaux souterraines, 30%. Et au final, l'eau qu'on voit le plus facilement, qui est tout ce qui est haute surface, donc les rivières, les lacs, etc., représente que 1,3% de l'eau disponible sur Terre. Et donc après, le dernier montre effectivement toutes les différents compartiments en fait, dans lesquels on va trouver cette eau, principalement des lacs à 20%. Et ce qui est important de souligner, c'est tout ce qui est rivière, en fait, c'est que 0,46% des 0,1,3% des 2,5%. Donc, au final, c'est une proportion qui est relativement limitée. Et donc, quand on parle de ressources en eau, en fait, c'est toutes ces eaux-là, puisque c'est toutes les eaux qui sont disponibles pour les différents usages, alors aussi bien pour l'homme que pour les écosystèmes. Et donc, on va répartir effectivement entre les eaux de surface, tout ce qui est lac, rivière, étang, mais aussi les zones humides, l'eau qu'on va retrouver donc dans les océans, les eaux qu'on va retrouver sous forme de glace, que ce soit des glaciers, de la banquise, et les eaux souterraines, qui ne sont pas toutes facilement exploitables. Et donc, les principales eaux que l'homme utilise sont les eaux de surface, les eaux de mer et les eaux souterraines. Et donc, après, je voulais aussi vous montrer, l'eau de source, c'est une ressource renouvelable. C'est une ressource qui est renouvelable. Donc, il y a le terme de renouvelable qui est important aussi à prendre en compte dans ces types de ressources. Pourquoi c'est renouvelable? C'est parce qu'on a le cycle de l'eau. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que depuis que la Terre existe, on n'a pas perdu d'eau vers l'univers. Hein. On a perdu 3 mètres en 4 milliards d'années, donc relativement une quantité qui est quand même relativement minime. Et donc, ce cycle de l'eau permet effectivement que ces ressources soient renouvelables, c'est-à-dire que les aquifères vont pouvoir se remplir, les rivières vont pouvoir recevoir des ruissellements et donc couler. Donc, effectivement, renouvelable. Alors, tout n'est pas renouvelable hein, à l'échelle humaine. Hein, les grands glaciers qui se sont développés pendant des milliers d'années, on est plutôt sur du stockage que une part renouvelable. En revanche, elle est inégalement répartie. Alors, ce que je vous montre sur le graphique de droite, en fait, c'est les ressources qui sont renouvelables. Il y a tous les pays qui sont représentés là. Alors, tous n'ont pas pu être écrits. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est cette première disparité en fait qu'on va avoir en termes de quantité d'eau disponible dans les différents pays. Et avec, donc, sur le graphique de gauche, en fait, les 9 pays, en fait, sur lesquels on va avoir des grosses ressources en eau, d'eau douce, hein, des grosses ressources d'eau douce. Donc, globalement, ces 9 pays représentent plus de 45% des ressources en eau douce renouvelable disponibles à la surface de la Terre. Et donc, mais ça, et vous voyez les pays, hein, quand on voit Chine, Inde, etc., quand on ramène ça au final au nombre de personnes vivant dans les pays, on a une image qui est complètement différente, puisque on se retrouve avec des situations où dans des pays sur lesquels on a des quantités d'eau non négligeables comme la Chine ou l'Inde, on se retrouve quand même avec des situations qui commencent
très fortement à être tendue. Et donc, vous voyez l'échelle qui est en bas du graphique qui montre en fait différents niveaux. Alors, on considère que quand on a moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an, on est dans des situations dites de pénurie. Et donc, vous voyez que ces situations, donc c'est le jaune clair et le jaune un peu vert, touchent beaucoup de pays du nord africain et également de la zone arabique. Après, on a une zone où on considère que les ressources, enfin, il y a un stress sur les ressources. Et donc, ça, c'est, on a un seuil entre 1000 et 1000, enfin, c'est 1000 et 1700 mètres cubes par personne et par an. Et là, typiquement, on se retrouve sur, on va retrouver des pays comme la Chine, l'Inde, qui tombent en fait dans cette catégorie de stress, parce que justement, on a des ressources, mais on a aussi beaucoup de population. Et après, on a des pays sur lesquels on a une vulnérabilité. Donc là, quand on a 1700 et 2500 mètres cubes par habitant et par an. Et en fait, quand on prend l'ensemble de la quantité d'eau renouvelable disponible sur Terre et qu'on divise par le nombre d'habitants, globalement, en moyenne, à l'échelle planétaire, on aurait environ 5000 mètres cubes par habitant et par an, disponibles sur Terre. Et donc voilà, on a des pays qui sont très disparates, où vous pouvez voir par exemple l'Islande ou la Guyane ou le Suriname, où là on est à plusieurs centaines de mètres cubes par an et par habitant de disponibles. Donc beaucoup d'eau et des territoires qui sont plus petits et avec des populations moins denses. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale, on a déjà une grosse inégalité de répartition. Et en fait, quand on regarde à l'échelle des territoires, on peut retrouver exactement ces mêmes inégalités. Donc là, c'est un exemple pour la France. Donc c'est une étude qui avait été menée sur les données entre 2012 et 2020, qui regardait le nombre de restrictions d'usage qu'il y avait eu au niveau des eaux de surface liées à une crise de l'eau, c'est-à-dire des débits des rivières généralement trop faibles. Et donc, il y avait eu des restrictions d'usage. Et donc, vous voyez qu'il y a des territoires sur lesquels, en 9 ans, on n'a eu aucune gestion de crise à faire. Les débits des rivières permettaient les usages qui en étaient faits. Et on a des territoires sur lesquels, sur 9 ans, on a été entre 7 à 9, il y a eu 7 à 9 fois, en fait, une période sur laquelle il y a dû y avoir un déclenchement de gestion de crise et donc restriction d'usage. Et voilà, donc ça aussi, c'est pour vous montrer qu'il y a des inégalités au niveau de certains territoires aussi, à l'échelle plus locale que l'échelle mondiale. Donc, on a vu l'eau, c'est une ressource donc renouvelable. Elle est inégalement répartie. Et en plus, elle est quand même pas illimitée, même si on est la planète bleue. Donc, sur ce graphique-là, c'est une représentation de ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc, le stress hydrique, il va prendre en compte effectivement l'eau qui va tomber sur un territoire, l'eau qui va rentrer sur le territoire avec des rivières, par exemple, qui sont transfrontalières ou des aquifères transfrontaliers, et va extraire, en fait, la quantité d'eau qui est prélevée par l'homme. Donc, ce que montre cette figure, c'est la surexploitation, en fait, de certaines ressources. Alors, il y a des endroits, ce n'est pas nécessairement de la surexploitation, hein, tout ce qui est Golfe arabique et puis le nord de l'Afrique, on est sur aussi des problématiques structurellement des précipitations plus faibles. Mais typiquement, ce que je vous montrais sur la disponibilité en eau de certains pays, l'Amérique, on avait largement la quantité d'eau nécessaire par habitant. Même chose sur tout ce qui est Europe. Et on voit là qu'on commence, en fait, même dans ces pays-là, à avoir des stress hydriques importants parce qu'en fait, les prélèvements sont très importants. Et ce que je voulais montrer aussi, c'était sur la péninsule arabique et ce qui se passe aussi en Chine.
où là, en fait, on a atteint des niveaux qui sont critiques, c'est-à-dire qu'on prélève plus que ce qu'il ne tombe sur le territoire ou que l'eau qui n'arrive sur le territoire. Donc, en mettant effectivement des tensions très importantes sur les ressources. Donc ça, c'était l'aspect quantitatif et je vais passer la main à Johnny pour les aspects qualitatifs. Bonjour à tous et à toutes. Merci Marie-Pierre pour l'introduction. Merci Pauline de me passer la parole. Il y a un concept très important quand on parle de la ressource en eau, c'est que on oppose souvent le principe de quantité et de qualité, et certains vont se focaliser uniquement sur la quantité d'eau et donc la quantité de ressources disponibles. Or, il faut bien imaginer que quand on parle de quantité, elle est imbriquée fortement au concept de qualité, parce que la qualité de la ressource va nous permettre d'aiguiller sur un usage donné. Alors déjà, cette qualité de la ressource, elle va dépendre selon les différentes situations qu'on rencontre, selon comment ces ressources en eau sont distribuées entre les eaux de surface, les rivières, les eaux souterraines, mais aussi comment les activités anthropiques s'exercent sur ce bassin versant, sur ce milieu. Alors, parmi les différentes activités qu'on peut avoir, on a forcément les activités industrielles avec toute la pollution historique que vous pouvez connaître sur la pollution industrielle, qui est relative aux métaux, aux hydrocarbures. On a la pollution domestique avec des rejets, par exemple, de résidus pharmaceutiques, d'autres substances comme les hormones ou les phtalates, les plastifiants, etc., etc. Et d'autre part, les activités agricoles qui peuvent générer des pollutions comme les pesticides ou leurs métabolites. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pour bien comprendre cette imbrication entre quantité et qualité, il faut se remémorer le cycle de l'eau d'un côté et de l'autre côté, la manière dont ces pollutions sont déversées dans le milieu naturel. Aujourd'hui, une pollution, quand elle arrive dans un milieu, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, elle a tendance à être véhiculée, transférée dans d'autres environnementaux. On a tendance à dire en environnement que les compartiments environnementaux ne sont pas étanches et dès lors qu'il y a une pollution dans un environnement, elle sera communiquée à un autre, soit par l'air, ça c'est un premier point, soit par l'eau. Et donc là, on prend pleinement conscience du rôle de l'eau dans cette diffusion et dans cette circulation. Parce que l'eau, elle va emporter, diffuser ces micropolluants, elle est capable aussi d'infiltrer ces micropolluants. Et donc, nécessairement, ben voilà, on voit bien que quantité et qualité sont imbriquées et que ce n'est pas forcément que la quantité qui va être un facteur décisionnel dans ce qu'on va faire de cette ressource. Je t'en prie, à toi, Pauline. On passe à du coup à la prochaine question. Ouais. D'accord. Alors, OK, vous nous avez montré quelles sont les ressources, leurs limites en termes de quantité, de qualité. La question qui vient maintenant, c'est quelles sont les ressources utilisées et surtout utilisables pour obtenir de l'eau potable? Et quels sont les principaux contaminants chimiques qui peuvent être retrouvés dans ces ressources? Vous nous avez donné quelques pistes déjà, mais peut-on être un peu plus précis? Oui, merci. Alors, effectivement, quels usages? Quand on parle des ressources en eau, en fait, on a plein d'usages. Donc là, c'est des représentations qui vous montrent les usages en fonction des pays, en distinguant les trois grands usages qu'on a l'habitude de distinguer, l'agriculture que vous avez en haut à droite, l'industrie, et puis en plus gros, j'ai mis tout ce qui était l'eau domestique, donc enfin, l'eau potable. Et donc très clairement, hein, en fonction des pays, on va pas avoir la même utilisation de l'eau. Et donc, ce qui est important de noter aussi, pardon, c'est que dans l'industrie, on met toute la production d'énergie aussi, qui est un facteur assez important de l'utilisation de l'eau. Donc, à l'échelle mondiale, on considère que l'agriculture, hein, c'est environ 70% en fait de l'utilisation des ressources en eau.
Mais on voit bien aussi que voilà, sur les eaux, l'eau domestique, l'eau potable, on a aussi des pays où au final la majeure partie de l'eau qui est utilisée, des ressources, naturelles est utilisée pour produire de l'eau potable. Et donc l'eau potable, ce qu'il faut savoir en fait, pour l'OMS, hein, la définition de l'eau potable, c'est une eau qui respecte des normes. Et ces normes ont été édictées pour ne présenter en fait aucun risque notable sur la santé pour une personne qui consommerait cette eau toute sa vie durant. Et donc, en tenant également compte des sensibilités éventuelles des différents stades de la vie. Donc, par exemple, on a des contaminants qui sont réglementés par rapport aux enfants parce qu'ils sont plus sensibles à certains contaminants que les adultes. Et donc, c'est ces populations sensibles en fait qui sont visées dans les réglementations. Et après, je reviendrai aussi sur une notion en fait qui est que cette eau doit disposer d'un approvisionnement satisfaisant. Et je vous montrerai une fois que Johnny vous aura présenté plus précisément tous ces paramètres qualité, qu'en fait dans satisfaisant, ben, on veut que les personnes aient suffisamment d'eau, que cette distribution soit sûre et qu'elle soit accessible à tous. Et du coup, Johnny, avant, va vous présenter des éléments de chimie. Merci beaucoup. Quand on parle de pollution des cours d'eau, il faut avoir à l'esprit qu'on a différents types de pollution. On a de la pollution biologique, là où on va retrouver les toxines, les pathogènes, parasites, virus, la pollution chimique et des pollutions plus émergentes. Quand on parle de pollution chimique, on a tout ce qui est relatif à la macropollution. Donc là, on est plutôt sur des polluants où on va être dans l'ordre du microgramme par litre ou microgramme par kilo. On pense forcément à la pollution carbonée, la pollution azotée ou phosphorique. Et puis, il y a toute une liste de micropolluants où là, on est plutôt sur des concentrations qui vont être de l'ordre du microgramme litre, voire du nanogramme litre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver des polluants qui sont relativement historiques, qu'on a considérés par le passé comme les métaux et les hydrocarbures. Et puis, il y a d'autres polluants un petit peu plus émergents comme les pesticides, mais également certains métabolites, parce que ces métabolites peuvent être cancérigènes, voire même plus cancérigènes que la substance mère, des résidus médicamenteux, des cosmétiques, et ceux qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs, les PFAS. Alors, en fait, les eaux superficielles, de manière générale, comme elles sont le réceptacle direct de notre pollution et de nos activités, on a tendance à dire qu'elles sont un peu plus contaminées que l'ensemble des autres eaux de ressources qui sont plus éloignées des activités humaines, comme des lacs ou comme les eaux superficielles. Vous voyez, quand on parle d'eau superficielle, il y a un élément qui est très important, ça va être d'éliminer cette pollution biologique et puis aussi d'éliminer cette macropollution et tous les métaux ou autres polluants organiques qui sont présents. Donc, parmi ces polluants organiques, certains sont classés comme des perturbateurs endocriniens et donc il est nécessaire d'éliminer ces polluants. Si on passe sur l'autre slide, quand on parle donc, pour produire de l'eau potable, soit on prend de l'eau superficielle, soit on prend de l'eau souterraine. De manière générale, les eaux souterraines vont présenter une qualité meilleure que les eaux superficielles parce qu'on a des processus qui nous permettent de retenir un maximum de polluants quand l'eau va s'infiltrer à travers le sol. L'eau, en s'infiltrant à travers le sol, à travers ses propriétés et sa santé, est capable soit d'absorber certains micropolluants, soit d'éliminer certains micropolluants. Et donc, il y a un enjeu particulièrement prenant quand on parle d'eau souterraine, et ben c'est plutôt les activités qui sont liées à l'agriculture, comme les pesticides, ou qui sont liées à l'épandage de boue de stations d'épuration. Vous savez, en France ou dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, on a un épandage des boues de stations d'épuration et ces épandages de boues de stations d'épuration peuvent apporter des quantités importantes de micropolluants au niveau des sols. Et ces polluants, à terme, à travers le ruissellement, l'infiltration, la percolation, peuvent migrer vers les eaux souterraines. Donc aujourd'hui, voilà, l'enjeu sous les eaux souterraines concerne plutôt des activités, comment dire, agricoles, avec ce focus sur les pesticides.
Merci. Et du coup, je vais revenir justement sur cette notion d'approvisionnement en eau potable gérée en toute sécurité, qui est en fait un des objectifs du développement durable, excusez-moi, donc des différents goals qui ont été développés au niveau des Nations Unies. Et donc, en fait, on distingue 5 catégories différentes de types d'approvisionnement en eau. Donc, le premier, le bleu foncé, c'est vraiment les systèmes de distribution qui sont gérés de manière sécurisée. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà une source d'eau potable qui est à l'intérieur de l'habitat, qui est disponible à tout moment et qui ne contient pas de contamination, notamment les contaminations dont vient de vous parler Johnny. Après, on a le niveau qui est de base. Donc, on utilise déjà une ressource qui est de bonne qualité, the improved source. Alors, on manque en fait le paramètre qui est géré de manière satisfaisante, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement sur le lieu d'habitat, pas nécessairement disponible et potentiellement pas complètement libre sans contamination, pardon. Et là, vous voyez en fait arriver une notion qui est que les personnes, même dans le niveau de base, peuvent devoir se déplacer en fait pour aller chercher de l'eau. Alors, l'aller-retour doit faire moins de 30 minutes dans ce cas-là. Quand on est dans la catégorie limitée, eh ben, là, la différence entre basique et limité, c'est que pour aller chercher de l'eau, c'est plus de 30 minutes aller-retour. Et après, les deux dernières catégories qui sont justement des sources qui ne sont pas dites améliorées, donc qui ne sont pas de qualité suffisante en fait pour répondre à de l'eau potable, ça serait en orange, c'est des puits qui sont pas bien protégés, donc dans lesquels on peut avoir directement des contaminations ou on met des seaux directement à l'intérieur. Et la catégorie la pire, c'est l'eau de surface, exactement pour ce que vient de vous montrer Johnny, qui sont quand même voilà ces eaux de surface, le réceptacle de beaucoup de nos eaux usées. Et donc et contamination. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau mondial, on a encore, globalement, c'est 2,2 milliards de personnes qui n'atteignent pas le niveau de Safely Managed, donc le niveau bleu. Et il y a encore 115 millions de personnes qui utilisent directement de l'eau de surface et 296 en fait qui utilisent le non amélioré, donc c'est-à-dire directement des puits non protégés. Et donc, globalement, ça c'était juste pour vous montrer les répartitions dans le monde. Donc, dans les pays à haut revenu, effectivement, il y a une bonne couverture du Safely Managed. Mais même dans ces pays, il y a quand même des proportions, notamment de l'utilisation de puits non protégés qui n'est pas négligeable. Et comme vous l'a montré Johnny, les eaux souterraines ne sont pas exemptes de contamination. Elles sont aussi contaminées. Et encore plus quand on les utilise directement avec des seaux. Et après, effectivement, dans les pays à faible revenu, là, on a encore des proportions non négligeables de personnes qui sont obligées d'utiliser de l'eau de surface et donc sur lequel on n'est pas du tout sur des critères d'eau potable. Et donc ça, c'était pour la qualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le manque d'eau a des impacts non négligeables sur la santé. Alors, en termes de sécurité alimentaire, très clairement, les populations qui vivent dans des secteurs en tension sur l'eau, on va avoir des problématiques de sécurité alimentaire. On a aussi des effets de déscolarisation
quand on a, par exemple, une sécheresse et qu'on est obligé, enfin voilà, les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin pour avoir de la ressource à domicile. Ça entraîne de la déscolarisation. Donc de la santé mentale aussi, bon, qui est liée à la sécurité alimentaire. Hein. Quand on ne sait pas si on va manger, on ne va pas très bien. Mais aussi santé mentale par le, le fait qu'on voit l'environnement dépérir par ce manque d'eau. Ça a des impacts non négligeables sur la santé mentale. Et aussi, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, hein, mais c'est tous les agriculteurs qui vivent d'une agriculture non irriguée. Quand il y a des sécheresses, la santé mentale des agriculteurs est quand même très fortement touchée, avec notamment des taux de suicide de temps en temps qui sont en large augmentation. Et aussi tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, enfin, dans le sens où, effectivement, quand on doit aller de plus en plus loin pour aller chercher de l'eau, il y a des risques, vis-à-vis de ça. Alors, je vais rebondir sur ce terme de manque d'eau, parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de changement climatique, de dérèglement climatique, de changement climatique. Quel est l'impact du changement climatique sur les ressources en eau? Est-ce qu'on arrive à l'estimer? Est-ce qu'on arrive à faire des projections sur le court ou le moyen terme? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Alors, on va d'abord revenir sur le premier élément en fait dans le cycle de l'eau, en tout cas le cycle de l'eau continentale, c'est les précipitations. Effectivement, s'il y a moins de précipitations, les ressources en eau, elles se retrouvent impactées. Donc ça, c'est un graphique qui a été réalisé par le Carbon Brief, qui utilise les modèles qui ont été utilisés pour le GIEC, par le GIEC, pardon, et puis pour le scénario le pire, hein, le RCP 8.5, c'est évolution exponentielle. Donc, on estime que c'est le pire cas. Et donc là, ce que vous montre ce graphique, en fait, c'est les évolutions de précipitations. Donc, quand les précipitations vont augmenter, c'est bleu, et quand les précipitations vont diminuer, c'est orange. Et l'autre indication qu'il y a, si vous voyez, c'est tous les petits points sur le graphique. Les points sur le graphique, c'est quand on a au moins 9 des 10 modèles utilisés ont donné la même tendance. Donc, c'est-à-dire que les zones où il n'y a pas de points, les modèles peuvent être contradictoires. On a encore, voilà, c'est le climat, on est de plus en plus précis, mais ça reste quelque chose de très très complexe à modéliser. Et donc, on voit bien quand même qu'on a des zones, hein, typiquement Sud-Europe et Nord-Afrique, où on va avoir des diminutions de l'ordre. On estime qu'on pourrait avoir des diminutions de précipitations de l'ordre de 40 à 60%. Et d'autres zones, en Afrique par exemple, et en zone arabique, où là, la tendance serait à plus de précipitations, mais vous voyez que là, pour le coup, on n'a pas un accord de tous les modèles. Donc ça, c'est sur les précipitations. Donc, les précipitations, il y a eu beaucoup d'études par le GIEC et elles commencent à être de plus en plus, et par les scientifiques, les climatologues en général. Et pour le coup, les évolutions de ces précipitations sont de plus en plus précises. Après, ce qu'on a sur ce graphique-là, c'était la différence entre la variabilité saisonnière de ces précipitations. Parce que, par exemple, pour les recharges d'aquifères, quand tombe la pluie est très important sur la ressource disponible derrière, puisque si cette eau, elle tombe en été ou au printemps, au final, l'eau qui tombe sous forme de précipitation pendant ces périodes-là sont principalement reprises par la végétation. C'est très bien pour la végétation, mais du coup, on n'a pas de recharge des nappes. Donc, pour avoir des ressources souterraines qui sont plus durables, on préfère avoir des pluies de fin d'automne et d'hiver. Et donc là, sur ce que montrent ces graphiques, hein, c'est les différences en fait entre les différentes périodes où on voit qu'on va notamment sur les zones que j'avais pointées avant, Europe et Nord-Afrique,
on va avoir en fait des grosses diminutions des précipitations et notamment des précipitations hivernales et automnales. Par contre, et des précipitations d'été aussi, ce qui là va tendre les précipitations d'été plutôt sur les ressources de surface. Donc, on commence à avoir même, voilà, on peut arriver à descendre, à avoir des estimations des prédictions, pardon, de précipitations à l'échelle de la saison. Donc ça, les conséquences, c'est ce que je vous disais, hein, si on a moins de précipitations automnales ou hivernales, ben, c'est la recharge des aquifères, puis également moins de neige, qui, au moment de la fonte, de la fonte des neiges, permettait une alimentation en eau et des ressources disponibles. Et on a des diminutions en plus assez importantes sur des territoires que je vous avais déjà présentés comme en stress hydrique. Donc l'autre aspect après les précipitations, en fait, c'est l'humidité du sol. Alors pourquoi on s'intéresse à l'humidité du sol? C'est que en fait un sol humide, ben, déjà permet en fait d'avoir une agriculture qui se développe, donc va toucher toutes les problématiques de sécurité alimentaire. Mais un sol qui est sec, on va voir aussi, c'est un sol qui absorbe moins d'eau, donc on a des répercussions en fait sur la qualité et la quantité des eaux disponibles derrière. Et donc là, ce que ça vous montre, hein, c'est pour différents scénarios, si on est au 1,5 de réchauffement ou si on va jusqu'au 4 de réchauffement. Mais globalement, c'est les mêmes zones qui sont touchées que les précipitations, hein. Il y a une relation concomitante entre humidité du sol et précipitations, même si l'usage du sol va aussi avoir une importance non négligeable. Et donc, on va plutôt vers une diminution, effectivement, de l'humidité du sol. Donc là, les conséquences de ça, c'est qu'on va avoir une augmentation du risque de crue parce que une pluie qui tombe sur un sol sec, c'est de l'eau qui ne s'infiltre pas, c'est de l'eau qui va ruisseler, donc qui va être chargée de particules, qui va se charger de contaminants et qui va aller directement à la rivière. Et donc, en fait, on a des sols qui sont quasiment imperméables quand ils sont très, très secs. On va aussi, il y a aussi un risque d'augmentation du risque de feu avec cette sécheresse du sol, puisque ça va s'accompagner avec une sécheresse de surface, enfin, de toute la biodiversité à proximité. Donc une baisse des rendements agricoles et aussi un autre effet, c'est une baisse de la quantité de carbone stocké. Donc en fait, les sols, des sols fonctionnants et humides, donc avec de la biodiversité, stockent beaucoup de carbone. Et donc là, effectivement, avec cette baisse d'humidité, on risque d'avoir aussi des baisses de quantité de carbone stocké. Donc on a d'autres impacts, alors qui sont plus compliqués à identifier. Donc très clairement sur des paramètres, des composantes du cycle de l'eau, l'augmentation des phénomènes extrêmes, hein, inondations, sécheresse, ça on va en avoir de plus en plus. Et dans une même année, on pourrait même avoir des grosses inondations et des grosses sécheresses d'été. Enfin voilà, on a des variabilités qui vont augmenter. Après, sur les eaux de surface et les eaux souterraines, déjà avoir une idée de ce qui s'est passé avant. Et est-ce que déjà on peut voir l'impact du réchauffement climatique, enfin, des changements climatiques, pardon, sur ces ressources? Autant sur les précipitations et sur l'humidité du sol, on a pu avoir des études rétrospectives qui montraient vraiment l'impact des changements climatiques sur ces aspects-là. Autant sur les eaux de surface et les eaux souterraines, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il y a une telle prédominance de l'impact humain et des prélèvements humains qu'on a beaucoup de mal en fait à identifier clairement l'impact du changement climatique sur les débits des rivières et les eaux souterraines. Par contre, c'est sûr, enfin voilà, c'est sûr qu'il y en a. C'est juste que pour l'instant, on a du mal à le quantifier. Et sur certains territoires, on n'a même pas les données en fait disponibles pour nous permettre d'évaluer l'impact que va avoir le changement climatique. Après, les impacts sur les activités, en termes agricoles, alors mis à part certains pays sur lesquels,
dans les latitudes un peu plus importantes, sur lesquelles on va potentiellement avoir une augmentation des rendements parce qu'on aura plus de pluie et des températures plus favorables. Globalement, hein, à l'échelle mondiale, on va surtout avoir des impacts négatifs. Et ce qui a été montré aussi dans les derniers rapports du GIEC, c'est que c'est principalement les populations les plus défavorisées ou les populations natives qui vont être les plus durement impactées. En général, c'est des populations isolées et qui ont moins de capacité d'adaptation. Sur la production d'énergie aussi, ça va avoir un impact négatif, notamment sur l'hydroélectricité, mais aussi sur les autres types de production d'énergie, parce qu'à un moment ou un autre, il faut pouvoir refroidir les centrales de production d'énergie. Donc, s'il n'y a plus d'eau dans les rivières, on ne peut pas trop les refroidir. Et clairement, sur tout ce qui est eau et assainissement, avec là, pour le coup, ça a été montré en lien avec les précipitations, hein, des augmentations des maladies liées à l'eau, notamment du fait des extrêmes climatiques. Et donc là, c'était juste pour revenir sur la notion de stress hydrique. C'est une simulation qui a été faite. Donc, vous voyez sur de comparaison de 2010 à 2050. Alors pareil, c'est un scénario. Alors le scénario, le SSP3, c'est le scénario moyen où il y a quand même des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour s'adapter et pour atténuer en fait l'effet du changement climatique. Sur la planisphère du haut, c'est l'augmentation, en fait, c'est les besoins. C'est les besoins en eau. Donc, clairement, hein, les besoins en eau vont exploser quasiment partout dans le monde avec des fois plus de 50% en fait, d'augmentation. Et le graphique, enfin, la map monde du bas, c'est les quantités qui vont être disponibles. Donc, les quantités disponibles, où là, on est plutôt sur du orange et donc avec une diminution en fait des ressources disponibles. Donc, quand on met ces deux facteurs ensemble, globalement, les augmentations, c'est l'augmentation de la population. Et donc, on va se retrouver avec une augmentation des situations critiques et notamment des situations de pénurie dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on se retrouve avec des populations qui ont moins de 1000 mètres cubes par an et par personne pour se développer. Et donc, comme vous l'a dit Johnny, moi je vous ai parlé du quantitatif, mais il y a un impact sur le qualitatif, donc je repasse la main. Merci beaucoup, Pauline. En effet, le changement climatique aura aussi un impact sur la qualité de nos ressources et va tendre aussi à dégrader cette qualité pour un ensemble de raisons qui donnent écho aux propos de Pauline juste à présent. Tout d'abord, on aura des sources de pollution qui seront éventuellement plus importantes lors de ces événements extrêmes. On aura en milieu urbain un challenge particulier à gérer ces quantités d'eau très importantes, ces volumes d'eau sur les surfaces imperméabilisées qui vont entraîner des dysfonctionnements des réseaux d'assainissement et donc des relargages d'eau usée non traitée, de rejets urbains de temps de pluie, d'effluents partiellement traités qui vont entraîner des quantités importantes de pollution biologique, chimique, etc. Exactement aussi un impact sur le sol. Pauline nous a dit que suite au stress hydrique, le sol n'est plus en capacité de gérer sa fonction, sa santé, d'assurer la bonne santé du sol. Et donc, on peut avoir des polluants qui sont érodés depuis ces sols. Donc, ces événements extrêmes entraînent une érosion des sols et en fait, cette érosion, une remobilisation des polluants qui sont fixés. Donc, d'un côté, on a plus de polluants qui arrivent dans les ressources. Et puis, d'un autre côté, en ayant moins d'eau, on peut avoir une augmentation, une concentration. Donc, on diminue l'effet de dilution de ces ressources et donc on augmente la concentration de ces polluants dans l'eau. Alors, le changement climatique, il peut s'exprimer aussi à travers d'autres prismes. Il faut bien se dire que on a ce cycle de l'eau qui est imbriqué avec la qualité. Si on modifie ce cycle de l'eau, on modifie fatalement la qualité de la ressource. Parce qu'il y a des polluants qui vont être extrêmement mobiles et qui vont suivre cette eau. Et puis, il y a d'autres polluants qui seront moins mobiles, mais qui vont suivre les effets collatéraux de cette réduction d'eau.
Merci pour ces précisions. Je vais rebondir tout de suite, en fait, pour continuer la discussion et la réflexion sur une question qui est dans le chat, qui nous est posée par Théophile Cubuya, pardon pour le nom, qui vous dit il reprend l'idée que sur le plan quantitatif, il y a une répartition inégale des ressources en eau. Et sa question est la suivante: quelles sont les prévisions à court et long terme pour réduire cette inégalité en vue de faciliter l'accessibilité de cette ressource aux régions mal servies? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Est-ce qu'on a une modélisation faite pour trouver des solutions pour réduire les inégalités d'accès en eau? Alors, Question complexe. question complexe. Des modélisations, alors, il y a commencé à y en avoir. Donc, c'est notamment les modélisations, les SSP, hein, les scénarios d'évolution. En fait, c'est des modèles d'évolution sociétaux avec des choix qui sont faits au niveau sociétal. Donc, c'est pour ça, il y en a 5. Ils sont un peu complexes, mais qui prennent vraiment des développements socio-économiques dans lesquels les pays, en fait, mais à l'échelle mondiale, partiraient. Et donc, on en a 5, hein, et on en a un notamment où effectivement, qui est très très conservateur sur les émissions de gaz à effet de serre, avec des vrais changements, des changements de pratiques importants. Et là, on a effectivement des modélisations qui sont faites derrière sur l'impact sur les précipitations. Par contre, ça se fera toujours sur les précipitations, l'humidité du sol. On n'a pas de modélisation des politiques publiques, puisque pour le coup, réduire ces inégalités, c'est vraiment de la politique publique, hein, et de la politique publique à l'échelle étatique. Après, il y a beaucoup de choses qui se font à l'échelle transfrontalière ou entraide entre pays. Mais voilà, c'est un peu au cas par cas. Je pourrais pas, voilà. Il n'y a pas de modélisation clairement de l'évolution des politiques publiques. Et je rebondirai là-dessus. Est-ce qu'on a des guidelines, des lignes directrices qui sont émises par certains pays ou certains organismes pour accompagner ces situations potentielles de stress hydrique? Alors, il y a des guidelines et il y a beaucoup de développement qui sont faits en lien notamment avec les objectifs du développement durable, et notamment le 6.1 sur l'eau potable enfin, le 6 sur eau potable et assainissement, avec du développement enfin, de l'accompagnement des populations à utiliser des ressources plus proches, donc à faire des forages, à les entretenir, à former les populations à entretenir et à justement surveiller la qualité et la quantité de leur forage. Donc ça, il y a des programmes internationaux qui sont faits là-dessus. Voilà. Donc là-dessus, oui. Je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez par ligne directrice, mais effectivement, en fait, les objectifs du développement durable, leur objectif était justement de développer toute cette entraide internationale et avoir des programmes qui permettaient aux personnes d'accéder à de l'eau potable et de l'assainissement satisfaisant. Penser aux objectifs du développement durable qui sont plus ou moins déclinés selon les pays et pourtant qui doivent servir de fil conducteur, Oui, je dirais, à l'échelle planétaire. mais sur lequel, enfin, par exemple, effectivement, l'objectif du développement durable sur l'eau et l'assainissement, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés pour l'instant.
Alors, il y a une autre question qui apparaît dans le chat d'Amadou Sirad. Pardon, je crois que je ne vois pas votre nom en entier, je m'en excuse. Quels sont les avantages et les inconvénients des forages avec des châteaux en cuve plastique? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Euh, on va dire qu'il y a des enjeux d'accessibilité à l'eau. Il y a des enjeux de stockage, de qualité. Le premier enjeu de qualité, ça va être sur la qualité microbienne. Que la cuve soit en plastique ou pas en plastique, si la qualité microbienne est assurée, elle le sera et c'est important de la préserver. La cuve en plastique peut en effet relarguer un peu de plastique et donc c'est une pollution additionnelle qui va se trouver par rapport à la ressource. Mais ce qui me semble important, si on peut mettre une échelle de priorité, c'est que la qualité sanitaire soit atteinte avec pas du tout de pollution microbiologique, un minimum de pollution chimique et si possible pas de plastique. Mais on comprend bien que dans des pays en tension où il faut se débrouiller comme on peut, la cuve en plastique, elle rend service. Après, c'est une balance bénéfice-risque qu'il faut vraiment définir en fonction des priorités des lieux et des lieux et des populations qui sont, qui sont desservies. Alors, une autre question, comment assurer une bonne optimisation des ressources en eau en Afrique, plus précisément au Sénégal, dans les régions du fleuve où l'accès à l'eau potable est difficile? Alors, question difficile, je ne sais pas si nos panélistes vont pouvoir y répondre parce que là, je leur laisse, je leur, En fait, je leur fais une tentative, mais on va essayer d'y répondre, mais une bonne optimisation des ressources, en fait, ça veut pas dire grand-chose en soi. C'est assurer le multi-usage, c'est-à-dire que déjà, il y a tout un jeu d'acteurs et d'utilisateurs de cette eau, et que cette eau, elle soit partagée à travers tous les acteurs. Ça, c'est ce partage de l'eau, de la solidarité entre l'amont et l'aval, entre les agriculteurs et ceux qui la consomment, mettre tout le monde autour de la table et pouvoir discuter, c'est ce que certains pays arrivent à faire et on arrive d'avoir. Alors, il y a quand même des tensions, même dans des pays où l'eau ne manque pas. On ne parle pas des grandes bassines, on ne parle pas de etc., etc. Mais ça commence par ce jeu de multi-acteurs, comment dire, tout le modèle économique aussi qu'on va associer à ces usages multiples et aux priorités. alors une autre question, j'enchaîne pour que chacun s'y retrouve. Travaillez-vous sur l'hydrologie régénérative et y a-t-il des pays avancés sur cette action? Question très technique. Alors, l'hydrologie régénérative, c'est aussi tout. Ça fait aussi écho à toutes les techniques qu'on appelle, je vais avoir perdu le nom. Les techniques fondées sur la nature. Merci. Les techniques fondées sur la nature. Et oui, il y a des pays où ça fonctionne. Ça a fonctionné. Il y a des endroits où ça a fonctionné. Et en fait, un peu comme ce que vient de vous dire Johnny, c'est du cas par cas et ça demande effectivement d'avoir mis autour de la table tout le monde pour s'assurer que ce qui est proposé, dimensionné, en fait, ça répond bien. Voilà, ça répond bien aux besoins. À l'échelle des bassins versants, le concept d'hydrologie régénérative, il n'est pas vraiment bien défini. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est reconnecter le cycle de l'eau aux différents compartiments d'un écosystème. Le sol, et assurer l'eau et les multifonctionnalités du sol, et puis le paysage. Parce qu'en fait, la manière dont l'eau va s'écouler dans les paysages va assurer des multifonctionnalités également. Et donc, dans les espaces urbains, on va parler beaucoup d'imperméabilisation, de désimperméabilisation, de renaturation, de redonner du sol urbain vivant qui nous permet de réguler l'eau dans la ville. Dans les sols agricoles, diminuer le stress hydrique, redonner la santé au sol
reconnecter l'eau et le sol. Voilà. Et donc, c'est pas forcément le concept d'hydrologie régénérative comme on l'entend, mais on va dire c'est une vue un petit peu plus large de ce qu'on fait en hydrologie. Et pour rebondir là-dessus, c'est aussi un peu redonner la part aux écosystèmes. Euh, et donc, ça rejoint un peu le concept One Health aussi, hein, c'est se dire que les écosystèmes sont enfin, on a besoin d'écosystèmes en bonne santé. Et donc, effectivement, retourner à un cycle de l'eau plus naturel permet aussi de récupérer, d'avoir des écosystèmes qui fonctionnent mieux et qui donc sont bénéfiques aussi au final à la santé de tous. Le mot-clé, c'est multifonctionnalité. C'est comment Mmh. faire que l'eau rende les multifonctionnalités à plein de choses. Au sol, à la ripisylve, au paysage, etc., etc., et à l'humain surtout. Alors une autre question, on nous demande si certains pays opèrent comme des leaders mondiaux sur les bonnes pratiques autour de la gestion de l'eau et permettent ainsi de répondre à certaines de ces problématiques de stress hydrique, de gestion des ressources en termes de durabilité par ces bonnes pratiques mises en place. Est-ce qu'il y a des pays qui se distinguent des autres dans ce domaine? Est-ce que vous en connaissez? Enfin, je dirais que malheureusement, en fonction de la disponibilité de la ressource et du pays qu'on va considérer, en fonction de son niveau de richesse, on ne va pas du tout se positionner de la même manière. En Europe, dans nos pays comme la France, etc., on a une ressource qui est abondante, on a un niveau de richesse qui est suffisamment bon, avec des structures de gestion et des organisations de gestion de l'eau qui sont en place et qui nous permettent d'être très performants et pertinents sur cette gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants, que ce soit dans les milieux urbains ou dans les milieux agricoles. Donc, tous les pays européens, ils sont très vigilants à ça. Et forcément, j'imagine que c'est la question par rapport à l'Afrique ou d'autres pays avec des ressources ou des infrastructures moins développées. Ben, on espère que ça va y venir. Et pour continuer un peu sur cette lignée, il y a une question sur les pays qui privatisent l'accès à l'eau, et à l'eau potable en particulier, et les pays où l'eau est considérée comme un bien commun. Je dirais que je le vois plus comme une réflexion, parce que c'est une situation qu'on est en train d'observer. Je pense en particulier à l'Australie, où il Mm. y a une privatisation de l'eau qui est très engagée. Est-ce que vous pouvez commenter cette remarque? Ben, sur la privatisation de l'eau, par exemple, en Australie, c'est vrai que ça a eu des effets assez délétères pour une rivière qui a fini par être complètement asséchée alors qu'elle traversait des périodes, des zones qui sont quand même relativement humides de l'Australie. Donc, c'est la Murray River. Euh, et voilà, elle n'arrivait plus du tout à son embouchure. L'État d'Australie du Sud n'avait même plus d'eau en fait, alors que normalement les agriculteurs locaux avaient un droit de tirage aussi sur la ressource, parce que justement il n'y avait pas de solidarité amont-aval, parce que c'était géré de manière privative. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été obligés de mettre toutes les personnes qui travaillaient justement sur le bassin versant de la Murray River, tous les agriculteurs, toutes les parties prenantes, les États, etc., les mettre autour de la table et avoir une gestion intégrée en fait de la ressource de la Murray River. Donc au final, ils ont pris le contre-pied de la privatisation, puisque justement la privatisation n'avait pas été avait mené à l'assèchement de la rivière. Donc là, la Murray River récupère maintenant, mais elle a mis plusieurs décennies en fait à récupérer. Voilà. Donc oui, l'eau est plutôt bien commun. Oui, on ne peut que abonder dans le sens de Pauline où l'eau est un bien commun. Il y a de plus en plus le concept de personnalité morale et juridique qui est développé dans certains pays pour donner une identité morale et juridique à un cours d'eau. C'est-à-dire que le cours d'eau
pourrait, dans les à venir, comment on pourrait porter plainte pour ce cours d'eau, pour appropriation, etc., etc. Et donc, ça pourrait répondre à certains conflits de l'usage de l'eau. Il est 14 heures. On va essayer de respecter le timing. Merci à Madame Rousseau-Guetin et à Monsieur Gasperi, pardon, d'avoir partagé avec nous votre vision et vos connaissances sur les ressources en eau. Alors, très utile à tous les utilisateurs, hein, quels qu'ils soient, que nous sommes en tout cas, pour nous adapter à la situation, pour être des utilisateurs responsables, responsables vis-à-vis de cette ressource naturelle que je rappellerai, on appelle de plus en plus souvent l'or bleu du XXIe siècle. Et je crois qu'il faut garder cette image et qu'elle nous serve que dans nos comportements de tous les jours. Donc, merci à tous, merci à nos intervenants, merci à tous nos participants. Merci également à toute l'équipe de la chaire UNESCO pour le volet logistique que vous n'avez pas vu. Merci en particulier à Tinga Telou qui est avec nous, à Valérie Vassenko, Françoise Janier, Didier Jourdan, qui ont œuvré en back-office, si je puis dire, pour la préparation de ce webinaire. Et merci à tous pour votre participation active et vos questions. Alors, ce webinaire sera d'ici quelques jours en replay sur le site de la chaire UNESCO. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt pour de nouveaux sujets sur la chaire UNESCO Éducation et Santé. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.